Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. Comme vous le savez, nous scrutons l'Internet pour retrouver des vidéos intéressantes, importantes pour vous informer. Nous avons choisi une autre vidéo, une belle vidéo alléchante. Nous avons trouvé un petit coupon de cette vidéo pour vous montrer cela, pour vous présenter cela. Vous regardez, vous appréciez et vous nous dites notre commentaire. On peut revenir aussi après avec un petit commentaire. Merci de liker, de partager, de commenter, de souscrire à la chaîne. Abonnez-vous, je vous en prie, car il n'y a que vous seul qui nous donnez la force. Si vous ne vous abonnez pas, il n'y a pas de possibilité pour nous de grandir. Merci déjà pour ceux qui le font, vous le faites nombreux, merci pour cela. Et quand je fais ça, c'est pour vous demander de liker. Quand je vous dis écoutez, likez, commentez et partagez, partagez. Merci, merci. On écoute la vidéo et on revient pour un petit commentaire. Pour avoir un parti d'emprunt. Ils ont donc enlevé la logique de vous devez démissionner avant et le ministre doit prendre acte. Sinon, ça aurait éliminé certains candidats. J'en parlerai peut-être un jour plus tard pour que vous compreniez. Ils ont gardé simplement la double investiture parce que c'est ça qui correspondait exactement au professeur Maurice Kamto. Et vous allez donc voir que la double investiture a été fabriquée. Parce que ne nous leurrons pas. Ne nous leurrons pas, madame. Nous savons bien ce qui s'est passé dans le Manidem pour ceux qui suivent l'actualité des partis politiques. Monsieur Anissé Ekane a repris le Manidem logiquement en 2018, je crois, 2018. Monsieur Yebga s'est abstenu de continuer au niveau judiciaire. Il est rentré au village, comme on dit désormais. Vous comprenez? Donc il a accepté que, pour le bien du parti, il préfère laisser le bureau continuer. Et le même Minat d'aujourd'hui, parce que c'est le même à ce même poste-là, qui avait signé un document reconnaissant monsieur Anissé Ekane comme président du Manidem. Et en même temps, il faisait du mal à une autre présidente, c'est Madame Kawala, en lui prenant son parti pour un certain Tita. Vous comprenez? Mais attendez, madame, d'où vient-il qu'on vous dise que jusqu'à il y a quelques jours avant le dépôt, on a vu à Mondo Vision la falsification numérique d'une page officielle, d'un site officiel d'un ministère. Le ministre a rappelé dans son communiqué qu'il y avait eu piratage. Non. Le piratage a donc amené à effacer le nom seulement de monsieur Anissé Ekane. Et pourquoi le piratage n'a pas effacé le nom des autres présidents qui étaient en lice? Vous avez vérifié toutes les informations sur le site? Mais nous, on a aussi vérifié, madame. Est-ce que vous avez vérifié toutes les informations sur le site? Il n'y a que ce nom qui a été changé, madame. Il n'y a que ce nom qui a été changé. Donc je vais donc vous dire ceci. Je sors de là. Je voulais d'abord passer ces premiers éléments pour vous faire comprendre que 2025 sans Maurice Kamto, ça ne se fera pas. Mais je vais vous faire comprendre une chose. Pourquoi est-ce que ça ne se fera pas? Pourquoi est-ce que ce sera une élection, vous avez dit pas crédible. Pas crédible. Pourquoi? Parce que ça c'est crédible, ça veut dire pour la population, pour le peuple qui attend le changement. Vous comprenez? Et je vais vous dire une chose. Peut-être je vais faire cette analyse aujourd'hui. Les aînés ont fait leur équation. Il y avait deux opposants en pole position. Il y a mon frère du PCRN, candidat jeune, il y a Maurice Kamto. Vous voyez? Ils se sont dit, si on peut reproduire le schéma de 2018. Sauf que beaucoup de choses ont évolué. Maurice Kamto a mûri. Il a pris de l'ascendant sur l'imagerie populaire. Le candidat du PCRN aussi s'est cossu suffisamment sur le terrain en construisant son parti. Vous voyez? Qu'est-ce qu'ils ont donc fait? Il fallait détruire les deux. Et vous allez voir que de 2020 à 2022, ils étaient couchés sur Maurice Kamto. Aucune manifestation autorisée. Pendant ce temps, ils laissaient le PCRN monter parce qu'ils n'agissent pas sur les opposants au même moment. De peur de créer une crise sociale. Vous comprenez? Et quand ils ont relâché Maurice Kamto, ils lui ont donné la première autorisation de manifestation, c'était la manifestation de l'Ouest, son meeting de l'Ouest. Ensuite, il a tenu un meeting à Douala. Ils ont lâché, ils ont repris sur le PCRN. Ils ont mis le pied sur le PCRN. Avec l'affaire Kona, c'est là où Kona apparaît en mi-2023. Où tout le monde était déjà sûr que non, à ce niveau, Cabral est fini. Vous comprenez? Donc, ils jouaient sur ces deux pédales-là. Pédale, lever et appuyer. Alors, quand ils arrivent à ce niveau, ils se rendent compte que s'ils appuient, ils éliminent Maurice Kamto et Cabral Libye à la fois. C'est-à-dire Cabral sur Kona et Maurice Kamto sur son... D'abord, lui, il était entré sur l'affaire de mandat impératif, mais tout le monde savait qu'il pouvait avoir une parade. Donc, on attendait sur la parade. S'ils allument les deux, politiquement, forcément le peuple va se soulever. Alors il fallait trouver quelque chose. Parce que Maurice Kamto, le peuple, du moins le Cameroun, c'est trois grandes aires.
l'aire septentrionale, vous avez l'aire forestière, centre, sud, est, j'ajoute littoral. Maurice Kamto est dans le Grand Ouest, c'est-à-dire qu'il a réussi à capitaliser l'Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. C'est pour ça que vous allez par exemple voir que la candidature par exemple de M. Akere, il y a aussi, elle a connu un doublon. J'allais vous parler de cette candidature. Non, pour vous dire que Maurice Kamto n'est pas le seul à avoir une... En fait, Manidem n'est pas la seule candidature qui avait eu le Mais justement, doublon. Univers est passé. Bon, sous réserve qu'on voit le motif de rejet de Univers. Vous voyez? Mais je vous dis donc que Maurice Kamto était le seul qui réussissait, par exemple, à rallier tout le Grand Ouest. C'est-à-dire Nord-Ouest et Sud-Ouest, y compris l'Ouest. Mais le problème maintenant, je suis sorti, madame. Le problème maintenant, c'est que lui, il a un souci. C'est le centre-sud-est. C'est ça son bastion. Il s'est rendu compte que dans le septentrion, je pense que quelqu'un parlait de Guibaï tout à l'heure, ils étaient déjà en train de se réformer. C'est-à-dire qu'afin de se retirer de l'affaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti Issa Chiroma et Bobo du chapeau pour aller arrêter la Bérésina de ce côté et de garantir à Biya qu'en octobre, il a déjà son bastion centre-sud-est et même littoral, on pourra analyser plus tard, et il pourra grappiller dans le septentrion et il pourra grappiller dans le Grand Ouest sans Maurice Kamto et rendre l'élection insipide. On l'a dit, c'est exorbitant. 60 millions de francs, des partis de 100 millions, 60 millions, je dis, moi je ne suis pas prêt à donner de l'argent à un parti politique et ne même pas être sûr que les CAM, ils ne vont pas faire ce qu'ils ont fait à beaucoup de partis. Et comme je vous le dis aujourd'hui, le parti que j'avais justement saisi pour cela et qui me demandait cet argent a justement connu une double candidature et a été éliminé. Donc je me suis dit, peut-être que mes ancêtres m'ont protégé de quelque chose. Parce que j'aurais peut-être... Parce que les 60 millions, j'étais même prêt parce qu'il y avait des gens, des hommes de bonne volonté qui étaient prêts à me les donner. Je pose une question, c'est pour ma gouverne, vraiment. Est-ce que vous avez saisi plusieurs partis? Je veux savoir s'il n'est pas possible de trouver un parti qui croit vraiment au projet et qui décide de vous adouber sans que vous ne soyez obligé de débourser quelque chose. Celui dont je parle, c'est en solution A. Solution B, j'en ai saisi un autre. C'est le même langage, en fait. Et moi, je les comprends, vous comprenez? Parce qu'ils sont allés aux élections en 2020, vous voyez? Et ils disent, nous, on ne va pas à la présidentielle. Si quelqu'un veut se faire investir, il nous donne ce qu'il a donné pour nous permettre de nous préparer pour les législatives municipales. Moi, je suis d'accord, c'est pas mauvais, en fond. Mais le problème, c'est le montant. Vous voyez, le niveau de demande. Donc, alors moi, je me suis dit, les ancêtres m'ont protégé certainement. J'aurais peut-être pris des engagements à donner 60 millions, à prendre 60 millions et à les donner quelque part, que je serai en pleine dette puisque le parti a été rejeté pour double candidature. Et le commentaire sur ces 13 candidatures rapidement sur... 13 candidatures, bon, le je crois commentaire, ce que cela suscite. Moi, je ne vais pas faire un commentaire global sur l'affaire. Vous savez que moi, je mange essentiellement jeunesse, je déjeune jeunesse, je dors jeunesse. Alors, moi, je sais qu'il y a 4 jeunes qui sont en lice, 4 jeunes. Et je suis à une conclusion primaire. C'est que les jeunes ont deux demi-candidatures sur les 4. Je vais peut-être m'expliquer plus tard, mais je crois qu'on est en train d'aller droit au mur. On est en train d'aller droit au mur parce que les aînés se sont arrangés effectivement à tuer toutes les candidatures importantes. Je crois que M. Sepo l'a dit tout à l'heure. Ils sont arrangés. Si je vous dis ce qui s'est passé avec les partis politiques qui n'ont pas voulu investir les candidats, ils ont financé certains candidats postiches pour aller acheter, j'utilise le terme acheter, à dessein, les candidats, les partis politiques justement qui avaient besoin d'argent pour investir. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte qu'il y a certains présidents de partis politiques sur lesquels ils n'ont pas une main mise. Alors ils ne peuvent pas appeler le président pour lui dire investis tel. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent de l'argent à quelqu'un et la personne vous contacte, vous dit moi je veux me faire investir, j'ai de l'argent, on marche. Vous allez voir donc la plupart des partis par exemple que vous allez voir sur l'ANO et tout ça, ça s'est passé comme ça. Donc je ne voudrais pas aller plus loin, peut-être je vais permettre aux autres aussi d'avancer dans l'analyse. Cette liste sur le plan du code électoral, des recours, de tout ce qui est processus préélectoral, est-ce qu'il y a certains qui pourraient quitter la liste et d'autres qui pourraient s'ajouter? Voir une chose, déjà c'est que là nous sommes rentrés dans la phase où nous allons commencer la comptabilité de tout ce que nous n'avons pas fait ou que nous avons fait depuis 7 ans, pratiquement. Les juristes anglo-saxons disent, par exemple, s'agissant de l'ECAM, que justice is not only to be done, but must be seen to be done. Donc, quel que soit le travail que fera ELECAM, à partir du moment où ELECAM est une entité qui est sous la coupe, il faut dire les choses, d'une seule personne, qui lui-même est candidat, quelle que soit la décision qu'elle prendra,
celui qui n'est pas satisfait va toujours forcément avoir de bonnes raisons de contester, et on le comprendrait parfaitement. C'est pour ça qu'il est vraiment dommage que nos dirigeants ne comprennent pas. Même si la loi donne ce pouvoir, la loi est déjà faite par eux-mêmes, qu'on ne comprenne pas que dans une élection, vous avez non seulement la dimension de droit du juré, mais vous avez également à l'intérieur d'autres dimensions qui sont des dimensions psychologiques, voilà, et mentales, j'allais dire historiques. Et donc je pense que ça aurait été bien, il va falloir qu'à un moment ou à un autre, on décide de repenser véritablement dans son intégralité tout le processus électoral, les entités qui interviennent, voilà. Donc on va assister aujourd'hui le bazar, parce que je peux vous dire qu'il va y avoir un bazar, il y aura toujours forcément des mécontents, découle déjà de ce qu'il y a une suspicion légitime à l'égard de ceux qui proclament les résultats ou qui font le tri. Maintenant, pour répondre plus directement à votre question, nous partons, honorable, vous avez dit 81, moi je croyais que c'était 82 ou 83. 83, voilà, oui. 83 finalement. Tout à fait. Donc là aussi, vous pouvez pas, moi je pense que je prendrais un risque si je décidais d'avoir une lecture qui est une lecture linéaire du processus. On peut toujours, il y a là-dedans des choses qui sont positives, c'est peut-être une expression d'une volonté particulière, voilà, de changer, chacun... Ou même d'un intérêt seulement à la chose. Ouais. Je pense que là-dedans, il n'y a pas, tout n'est pas complètement acheté, tout comme on ne peut pas dire que ce soit entièrement, voilà, tout blanc, parce que ça veut dire, comme disait l'honorable tout à l'heure, qu'il y a là-dedans aussi peut-être une dépréciation de la fonction présidentielle. Tout le monde a pu constater que même sans y être, même sans apparaître, on a quand même fait 7 ans sans qu'il n'y ait le respect du calendrier institutionnel. Je ne sais pas combien il y a eu de conseils de ministres, combien il y a eu de conseils supérieurs à la magistrature dans les 7 ans, je ne parle que de ça, des participations au final, bref, des événements qui marquent les esprits. Il y a une telle absence, une telle vacance, une telle vacuité, que tout le monde finit par penser que lui aussi il peut y être. Et c'est ça que je trouve vraiment particulièrement marquant, voilà, tout à fait, dans cette flopée de candidatures où voilà, tout le monde, là aussi il y a évidemment des équations personnelles. De gens qui se disent que ils ont peut-être pas grand-chose à faire, ils ont peut-être envie que leur nom puisse être mis au devant de l'actualité, et qui, tout en sachant au départ que il y aura pas de suite, tentent quand même, voilà, juste pour faire mousser un tout petit peu autour de leur propre candidature. Donc voilà à peu près ce qui, à mon avis, semble expliquer cette flopée de candidatures. Maintenant, pourquoi 13? Là aussi, j'avoue qu'on peut encore avoir une autre lecture, parce que je me demande, ceux qui sont les partisans du changement devraient, à mon avis, être heureux. Je suis d'ailleurs, moi j'ai une double lecture, peut-être qu'on va y arriver tout à l'heure, de l'élimination du professeur Kamto. C'est un candidat qui est important, mais en même temps qu'on l'enlève, il va y avoir naturellement une concentration plus importante, qu'on le veuille ou pas. Si ceux qui combattent aux côtés des autres, je pense qu'on a enlevé une grosse épine. Enfin, on a enlevé une épine du pied. C'est partisan, évidemment, on va y revenir. Il y a des questions de droit et autres pour lesquelles on a la possibilité toujours de discuter. J'espère pouvoir... voilà. On reviendra sur ce sujet. Mais les 13 qui restent, c'est un fait, viennent concentrer un tout petit peu l'essentiel et la dynamique, l'énergie pour pouvoir combattre ce pouvoir qui, il faut le dire, est à bout de souffle. Et c'est pas nous même seulement qui le disons. Je vais rester avec vous quelques minutes avant de passer la parole à quelqu'un d'autre. Alors, le recours, techniquement, ça se passe comment? On parle de 48 heures. C'est jusqu'à quand le dépôt des recours, par exemple? Demain ou alors mardi, par exemple? C'est dimanche aujourd'hui. Je n'ai pas pris le temps d'étudier voilà, oui, le processus, mais je pensais que c'est 72 heures d'ailleurs qu'il fallait pour cela. Mais bon, peu importe, je pense que ça doit être à peu près dans les deux, entre 48 et 72 heures, pour pouvoir intenter un recours, ce qui veut dire que ceux qui n'ont pas retrouvé leur nom, c'est pour ça que je ne comprends pas la question quand vous me demandez s'il y a des gens qui peuvent partir de la liste. Alors je savais ça là, puisque c'est également le moment de tirer peut-être des leçons, des enseignements. Est-ce qu'à ce niveau, il y a quelques enseignements qui peuvent être tirés pour l'homme politique
que vous êtes pour un processus comme celui-là? On voit, vous avez commencé par parler justement de cette difficulté aujourd'hui pour un homme politique qui voudrait se présenter pour une élection comme celle-là, de pouvoir engranger 300 signatures. C'est une leçon, peut-être un enseignement, il va falloir le refaire. Mais quels sont les autres enseignements? On a également beaucoup vu dans ces rejets de l'ECAM la question de double investiture, double candidature. Quelles sont les autres leçons, enseignements qu'on pourrait tirer à ce niveau pour l'homme politique que vous êtes? La première leçon, c'est la stratégie. Finir sa stratégie. C'est très important parce que quand on est face à un parti obèse, comme le parti au pouvoir, qui est tentaculaire dans tous les secteurs de la société et qui emploie même la machine de l'État, il faut affiner sa stratégie. Et la tester. Non seulement affiner la stratégie de percer du landerneau politique, mais aussi la tester. C'est très important. La deuxième chose, c'est d'avoir toujours une oreille en face. C'est ça la capacité du leader. La capacité du leader, parce que les gens ne comprennent pas toujours, parce que j'ai vu, on disait d'un candidat, on a vu sa voiture quelque part. Non, mais t'as écouté, c'est un Camerounais comme tout le monde. Et puis, le meilleur leader, le chef de bataillon, ou chef de troupe, est celui, en fait, qui a l'information dans le camp adverse. Au sein des troupes adverses, parce que ça lui permet de mieux moduler ses positions avec ses troupes. Vous comprenez? Donc il faut avoir une capacité d'infiltration. C'est la deuxième leçon. Oui. Et cette capacité d'infiltration permet au leader d'anticiper sur les difficultés que pourrait rencontrer son action et ses troupes au moment du déroulé de ses opérations. C'est ça qui est le plus important. La troisième leçon qu'il faut admettre ici, c'est le timing. C'est le timing. Et là, je vais embrayer, par exemple, un cas pour qu'on se comprenne. Oui. Le leader doit maîtriser le timing de ses actions. C'est-à-dire que le timing, dans la logique de Sun Tzu, c'est à la fois la surprise et la bataille de fond. Je prends un cas. Prenons l'aîné Maurice Kamto. Que j'aime bien, je vais revenir sur le fond de son exclusion. Sorti, par exemple, votre candidature, je crois le mercredi, ça a été même jeté dehors le mercredi. Je crois que c'est une affaire, c'est pas eux, on dit que c'est soit la police qui a légalisé sa signature, parce que tout est parti de là. C'est parti de là. Et puis ça s'est enflammé sur la toile. Ils ont anticipé le dépôt de leur candidature, je crois, 1 ou 2 jours après. Et puis, donc, ils ont donné le temps au camp adverse de préparer la riposte en suscitant cette nouvelle candidature pour le même parti. Vous voyez? Donc, quand on est dans ce genre de système, le timing est important. Il aurait été de bonne loi, peut-être qu'il fasse cette affaire-là, peut-être le lundi. Oui, le lundi, c'est-à-dire que les éléments assignés à des endroits où on n'est pas sûr du secret. Alors, on va peut-être le lundi et on dépose, parce qu'en fait, le temps pour eux de susciter 30 millions d'appeler un mec qui est dans un village et qui n'est pas sous réseau, ça va être compliqué. Vous voyez? Donc, il y a le timing. Et il faut aussi comprendre, quand nous travaillons, c'est la capacité d'anticipation avec les autres, c'est-à-dire les alliances. Les alliances. Je crois, moi je vais toujours rester sur le cas Kamto. Vous allez comprendre pourquoi je suis déçu. Parce que je suis sur ce cas, et moi-même je suis aussi déçu du retrait de sa candidature. Je vais l'expliquer. Je suis déçu avec 2 S et avec CCD. Avec CCD. C'est-à-dire que l'aîné aurait pu penser à d'autres plans. C'est-à-dire qu'au-delà de lui, celui qui avait porté toute la focalisation du camp adverse, il aurait pu penser même à un plan B. Moi, je me serais attendu à ce qu'il teste même l'élément du mandat impératif avec le MRC. C'est-à-dire que même si il allait lui-même au Manidem, moi j'aurais préféré qu'il reste au MRC, qu'il aille avec le mandat impératif, et qu'il pousse par exemple un candidat du MRC sur le Manidem, puisqu'il avait choisi un parti d'emprunt. Vous comprenez? Ça aurait mis le pouvoir en difficulté. C'est-à-dire que vous supprimez un candidat MRC dans le Manidem, et vous allez aussi supprimer une candidat MRC dans le mandat impératif. C'est-à-dire que nous avons des élus que nous avons pris ailleurs en vertu de ce que nous avons fait. Vous voyez? Donc pour moi, c'était cela aussi. Et au-delà de ça aussi, il y avait l'alliance. Quand je dis l'alliance sur une autre étape. Moi, j'ai vu l'aîné, je me souviens il y a 2 ans, 3 ans, je me plaignais de ça. Pourquoi est-ce que l'aîné, lui, nous a négligés? Nous, les autres partis qui étions comme lui, qui n'avions pas d'élus. Vous posez la question, je suppose. Oui, parce que vous ne la posez pas nous. Hein. C'est une question rhétorique. D'accord, je comprends. Et parce que je me plaignais de ce qu'ils s'entichaient avec des gens, ils allaient à la fondation Mouna. C'est Mouna? Non, Dame.
pour penser le code électoral et tout ça. Vous n'avez pas d'élu, vous êtes comme nous autres. Il aurait pu être une force pour nous autres, les petits partis. C'est-à-dire qu'on aurait pu se fédérer autour de lui et lui donner des éléments de stratégie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça fait que, regardez donc ce qui se passe aujourd'hui, madame. Aujourd'hui, tous ceux avec qui il était dans la confection ou la pensée du code électoral, du nouveau code électoral consensuel, sont tous candidats. Et personne ne le soutient dans ce qui lui arrive. Personne. Le soutien aurait été quoi, par exemple? Mais au moins une dénonciation. Je n'ai vu aucune dénonciation, que ce soit du parti qui appartient à la fondation d'âme, que ce soit les autres qui étaient avec lui. Personne. Ils sont tous passés dans cette liste des 13. Du moins pour l'essentiel qui était à cette affaire-là. Mais personne ne le soutient. Je vais donc finir en disant que, madame, nous sommes dans une logique simple aujourd'hui. Et là, je sors par là, dire que la stratégie du professeur Kamto n'a pas payé. Je crois que ça doit... Oui, bon, moi je crois plus à ça. Vous voyez, vraiment, connaissant les gens du système, je vais vous dire peut-être ça plus après, mais je crois que ça n'a pas payé, mais ça doit nous faire tirer des leçons à nous autres qui venons en arrière et qui voulons absolument une percée politique. Tout ce qui se passe à ce niveau, il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas terminées à ce stade de cette présidentielle. Je pense que telles que les choses apparaissent depuis le début, on peut facilement imaginer qu'il y ait d'autres personnes qui y rentrent. L'hypothèse de personnes qui en sortent ne peut exister que s'il y a des gens qui, eux, ont subi éventuellement un préjudice du fait d'une investiture retenue. Bien sûr, il y en a. Il n'y a pas un ministère public qui doivent défendre l'ordre public général sans qu'il n'ait un intérêt personnel. Nous étions deux, on a retenu plutôt mon collègue que moi, mon camarade que moi. J'ai peu éventuellement protesté. Donc s'il n'a pas été dans le processus depuis le départ, il y a très peu de chances qu'il puisse être admissible à déposer un recours. C'est pour ça que j'envisageais cette hypothèse comme étant vraiment relativement marginale. En revanche, l'autre hypothèse est parfaitement envisageable. Il y a 70 personnes qui sont sorties, il y en a peut-être dans l'écrémage qui a été fait à ce niveau, d'autres qui, de toute façon, manifestement, ne pouvaient pas être reçus. Et puis, il y en a d'autres qui, en tout état de cause, vont devoir essayer de jouer leur chance devant le Conseil constitutionnel et qui ont, de mon point de vue, une chance de pouvoir y rentrer. Je vais vous dire pourquoi. Il y a d'abord une première chose qui tient de ce que on se demande aujourd'hui. Je vous ai dit dès le départ qu'à partir du moment où vous avez l'un des acteurs dans le processus de contrôle qui a été désigné par une seule des parties, si vous jouez un match de football et que l'arbitre arrive avec le maillot d'une des équipes, il y a beaucoup de chances que l'autre équipe, même s'il y a un hors-jeu manifeste, c'est sûr que vous donnez des armes à l'autre de contester toutes les décisions, même normales, qui vont être prises. Donc le Conseil constitutionnel va forcément être amené à intervenir dans ces conditions, de telle sorte que la décision qu'il prendra, en tout état de cause, va être regardée déjà avec suspicion parce que c'est le Conseil constitutionnel. Mais en même temps, parce que le même Conseil constitutionnel ne nous a pas beaucoup habitués à prendre des décisions qui sont compréhensibles de lui. Le fait d'être tout le temps ou dans l'incompétence ou dans l'irrecevabilité nous laisse un tout petit peu sur la faim, même lorsqu'il s'agit de questions qui relèvent parfois du processus électoral dont il est le gardien en premier, si ce n'est pas exclusif. Donc on peut imaginer qu'il va y avoir des personnes qui vont néanmoins tenter leur chance parce que c'est ça la nature humaine. Et il y a des chances que pour sans doute essayer de se racheter une virginité auprès de l'opinion public qui le regarde, qu'il essaye d'en rattraper une ou deux pour essayer de dire, bon voilà, ceux qui ne seront pas dedans, voyez bien que j'ai procédé à un deuxième contrôle et il est apparu que il y en avait qui étaient là, donc pour mieux crédibiliser le fait que ceux qui ne sont pas là sont véritablement le fait de sa démarche. Donc, je vous disais tout à l'heure que dans le droit, tout le parcours du droit, qu'on le veuille ou pas, à partir du moment où vous avez la dimension de l'homme qui va devoir engager une procédure, la dimension de l'homme qui va devoir subir la décision et la dimension de celui qui va devoir rendre sa décision, il ne peut pas être, quel que soit son degré d'immanence, il ne peut pas faire fi
des contingences voilà, locales, du moment, psychologique. Donc je pense que le Conseil constitutionnel va être pris entre ces deux feux, entre la dimension politique et la dimension juridictionnelle qui est la sienne, et je pense qu'il essaiera quand même de prouver que la décision qu'il prend est une décision parfaitement acceptable. Donc il y a des chances qu'il y ait effectivement des gens qui rentrent plus tard dans la liste des 13. Avant de passer la parole à l'honorable Njib, je voulais également poser une question. Et c'est vrai quand même surprenant, étonnant peut-être de voir quelqu'un qui n'a pas participé à cette course venir porter un recours. Je veux prendre le cas pour cas. Le cas par exemple Robert Corna, je crois que c'est le nom. Est-ce qu'il serait possible aujourd'hui qu'il demande à ce que la candidature du président Cabral-Libby ne soit pas retenue? Je parle de façon très triviale pour qu'on comprenne. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas pris part au processus, n'a pas été candidat, pourra venir attaquer une candidature aujourd'hui devant le Conseil constitutionnel? C'est possible ça? Parmi les côtés positifs que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure lors de ma première prise de parole, c'est que nous avons, par cette flopée de candidatures, au moins une vie. On a des éléments de discussion. Je ne pense pas que nous ayons jamais eu l'occasion de nous retrouver confrontés à ce genre de situation. Je pense que les constitutionnalistes, les politistes, sociopolitistes, les historiens même, vont avoir beaucoup de pain sur la planche, voilà, en raison de cette situation qui est, à mon avis, inédite. On n'a jamais vu le président en poste être aussi challengé. Et beaucoup de gens pensent même qu'ils ont de bonnes chances. Nous pouvons imaginer qu'aujourd'hui, il y a peut-être de bonnes raisons de croire que une bonne organisation, une bonne stratégie peut parfaitement challenger de façon véritable l'actuel pouvoir. Pour différentes raisons, peut-être que nous allons avoir l'occasion d'y revenir. Donc, par conséquent, il est fort probable que vous ayez des gens qui nous donnent la possibilité d'avoir encore beaucoup de grains à moudre. Donc cette situation, on l'a peut-être jamais connue auparavant. Mais il n'est pas exclu. Mais il n'est pas à exclure. Moi, je pense à titre personnel que seules les personnes qui sont comprises dans le processus électoral, il s'agit de candidatures. Les candidatures sont le fait de deux choses, deux acteurs, deux entités. Vous avez le parti politique et vous avez le candidat lui-même. Donc si vous n'avez pas fait partie du processus dès le départ, je ne vois pas en quelle qualité, pas d'intérêt, pas d'action, en quelle qualité vous seriez fondé à déposer un recours. L'autre recours peut être évidemment, je veux dire, l'autre intérêt peut être compréhensible, qui peut être celui de la paternité sur un parti politique, là, voilà. Mais ça ne relève pas du processus électoral. C'est pour ça que de mon point de vue, de mon interprétation, je pense que même si sa demande venait à être admise, à être envisageable intellectuellement, je doute fort qu'elle soit recevable, et si elle était recevable, je doute fort qu'elle puisse prospérer. Kamto ne serait pas une élection crédible. Est-ce que vous comprenez cette affirmation, d'ailleurs soutenue par, comme je disais, plusieurs personnes qui ont pris la parole sur des espaces publics pour le dire. Que pensez-vous de cela? Non, c'est clair, ils ont raison. Pourquoi est-ce qu'une élection sans Kamto ne serait-elle pas crédible? Cette élection 2025 sans Maurice Kamto ne sera pas crédible. Pourquoi? Je voulais comprendre. Non, pas parce qu'il a fauté. Parce que je lis des choses, j'entends des choses, des contradictions. Il avait dit qu'il ne part pas, après il dit qu'il s'en va. Oui, on n'en est plus là. Première question. Est-ce qu'il a saisi un parti d'emprunt légal? Oui, Manidem, reconnu par l'administration et qui existe depuis, je crois, près d'une trentaine d'années. Deuxième question. Est-ce que le président de ce parti était celui statutairement prévu? Oui. C'est ça, Nissé Kane. Je peux continuer? Est-ce que l'investiture a été faite selon les règles du parti? Est-ce que l'investiture a été faite selon les règles du parti? Elé Kam nous a répondu. Non. Le motif de rejet. Je crois que c'est double investiture. Justement. C'est ça, non? Double investiture. Multiple investiture. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème sur l'investiture. Il y a un problème sur le nombre d'investitures. Ok. Ça veut dire que l'investiture a été faite dans les règles de l'art. Sous réserve que nous voyons les motifs de rejet des autres candidats. Vous voyez? Donc, je pose ces trois questions. Maintenant, je vais vous dire, pourquoi je vous dis que c'est important. S'il est hors jeu, ça n'aura pas de sens, parce que
Le fait qu'il ait donc été éliminé arbitrairement, parce que je posais ces questions pour qu'on se comprenne, qu'il a été éliminé arbitrairement. Suivez les débats, parce que vous avez parlé des réseaux sociaux tout à l'heure. Une fois qu'il a déposé, je crois, jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Alors, il y a des apparatchiks du parti et leurs alliés, ministres d'ailleurs, qui ont dit il a commis une faute. La loi sur les partis politiques de 1990, il devait d'abord démissionner et puis déposer chez le gouverneur. Et puis le ministre devrait prendre acte. Ce n'est qu'à partir de là qu'on pourrait penser qu'il a vraiment démissionné du MRC. Non. Cette loi agrège en fait le processus politique. Et elle ne prévoit pas tout ce qu'ils ont raconté. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.